Bonjour tout le monde, aujourd'hui je continue la progression du projet de mise en application du NE755. Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé le montage de la première partie de ce projet, ensuite nous l'avons fait fonctionner. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement de la deuxième partie qui comporte un second NE755 monté en monostable. Nous retrouvons notre platine d'expérimentation avec notre bistable sur la partie gauche, auquel nous avons rajouté un NE755 monté en monostable sur la partie de droite. Ce monostable est alimenté par la sortie du bistable. Ce circuit est un temporisateur de quelques secondes dont l'état de la sortie est également matérialisé par les LED blanches et jaunes. Le monostable active la temporisation en appuyant sur un bouton poussoir, seulement si la sortie du bistable est à l'état haut. Abordons le fonctionnement de cette seconde partie du circuit. Comme le montre le schéma de principe, le second NE755 monté en monostable est alimenté par le premier monté en bistable. Deux LED sont également utilisés pour matérialiser l'état de la sortie. La LED blanche s'allume quand la sortie est à l'état bas et la jaune quand la sortie est à l'état haut. Au moment de la mise sous tension et en partant du principe que la sortie du bistable est placée à l'état logique haut, c'est la LED blanche qui est allumée, témoignant que la sortie du monostable est à l'état bas. La broche 2, soit trigger du NE755, est maintenue à un niveau haut grâce à la résistance de tirage de 10 kΩ vers la tension d'alimentation, reliée entre cette entrée et VCC qui est la tension d'alimentation. Un appui sur le bouton poussoir S3 applique sur l'entrée trigger, soit la broche 2 du NE755, un niveau logique bas, soit 0. Cela a pour effet qu'une tension inférieure à un tiers de la tension d'alimentation est appliquée sur l'entrée inverseuse du comparateur relié à cette entrée, activant la bascule interne du NE755. Par conséquent, la sortie du NE755 et sa broche 3 est placée à un niveau haut, allumant la LED jaune le temps de la temporisation. Cette temporisation est déterminée par la résistance R6 de 10 kΩ et le condensateur C2 de 1000 microfarad. Quant à la LED blanche, elle est éteinte. Pendant ce temps-là, le condensateur C2 de 1000 microfarad se charge. Une fois que la tension présente aux bandes de ce condensateur atteint les 2 tiers de VCC qui est la tension d'alimentation, il se décharge. Cela a pour conséquence que la bascule interne du NE755 se remet à 0, plaçant la sortie qui est la broche 3 du NE755 à l'état bas. Ainsi, la LED jaune s'éteint et c'est la LED blanche qui s'allume à nouveau. Afin de comprendre ce qu'il se passe au niveau du monostable, voyons à l'oscilloscope les signaux parcourant ce circuit. Je relèverai premièrement les signaux au niveau de la broche 2 du NE755 et de la broche 6. Deuxièmement, je relèverai les signaux au niveau de la broche 2 du NE755 et de sa sortie, soit la broche 3. Et troisièmement, je relèverai les signaux au niveau de la broche 6 du NE755 et de la sortie. Voyons les signaux de la broche 2 et de la broche 6 du NE755. Commençons par relier le commun des deux sondes, soit le fil noir, à la masse. Je relie une sonde pour relever le signal au niveau de la broche 2, soit trigger du NE755, qui est le signal bleu. Et l'autre sonde relève le signal de la broche 6, soit le signal jaune. Dès que le circuit est mis sous tension et que la sortie du bistable est à l'état haut,
Nous voyons apparaître les signaux sur l'oscilloscope dès que l'on active la bascule du NE755 en appuyant sur le bouton poussoir S3. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Comme pour le bistable, le signal bleu correspondant à la broche 2 du NE755 est placé à un niveau haut et le signal jaune correspondant à la broche 6 est à un niveau bas. En appliquant une pulsion à l'état bas sur la broche 2 du NE755, le condensateur se met à charger plus ou moins rapidement selon sa valeur et ce jusqu'à 2/3 de la tension d'alimentation du NE755 provenant de la sortie du bistable. Une fois que les 2/3 de cette tension est atteinte, le condensateur se décharge. Voyons ensuite les signaux de la broche 2 et de la broche 3 du NE755. Plaçons maintenant la sonde jaune pour relever le signal au niveau de la sortie qui est la broche 3 du NE755. Il suffit de retirer la sonde jaune de la broche 6 pour la placer sur la broche 3. Les signaux sont visibles à l'oscilloscope dès que nous appuyons sur le bouton poussoir S3. Regardons de plus près les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous observons que le signal bleu correspondant à la broche 2 du NE755 est placé à un niveau haut et que le signal jaune correspondant à la sortie du monostable est à un niveau bas, la LED blanche est allumée. En appliquant un front descendant sur la broche 2 du NE755, la sortie bascule à l'état haut, le temps de la temporisation, c'est donc la LED jaune qui est allumée à ce moment-là. Une fois que la temporisation est terminée, la sortie rebascule à l'état bas, la LED blanche est de retour allumée et la LED jaune est éteinte. Voyons pour finir les signaux de la broche 3 et de la broche 6 du NE755. Pour ce faire, nous allons déplacer la sonde jaune de la broche 3 pour la placer au niveau de la broche 6 du NE755. Et enlever la sonde bleue de la broche 2 du NE755 pour la placer sur la broche 3. Nous pouvons voir le comportement des signaux sur l'oscilloscope dès que nous appuyons sur le bouton poussoir S3. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Initialement, les signaux au niveau des broches 3 et 6 du NE755 sont placés à l'état bas. Lors de l'appui sur le bouton poussoir S3, le condensateur C2 correspondant au signal jaune commence à se charger et la sortie du NE755 correspondant au signal bleu bascule à l'état haut. Le condensateur continue à se charger progressivement jusqu'à atteindre les 2/3 de la tension alimentant le NE755. Une fois ce seuil atteint, le condensateur se décharge, plaçant la sortie à l'état bas. Découvrons à présent les calculs qui ont été nécessaires pour la réalisation du montage de cette deuxième partie. Comme nous l'avons découvert dans la vidéo expliquant le fonctionnement de la première partie de ce montage, le NE755 crée une chute de tension. Par conséquent, la tension présente au niveau de sa sortie est plus basse de 1,7 V par rapport à la tension d'alimentation de ce circuit intégré. Dans cette seconde partie du montage, le NE755 est alimenté par celui monté en bistable de la première partie. La sortie du bistable s'élève, comme nous l'avons calculé, à 7,3 V en alimentant le circuit avec une tension de 9 V. La tension de sortie du monostable sera calculée à l'aide de la formule suivante. UOUT égale UOUT bistable moins 1,7 V. Où UOUT est la tension de sortie du NE755, UOUT bistable est la tension de sortie du bistable, et 1,7 V est la chute de tension créée par le NE755. En appliquant cette formule avec la valeur des composants, nous trouvons le résultat suivant. Donc UOUT égale UOUT bistable moins 1,7 V, soit 7,3 V
moins 1,7 V, ce qui donne une tension de sortie du NE555 moteur monostable de 5,6 V en l'alimentant avec la tension de sortie du NE555 moteur bistable. D'après la documentation technique du NE555, sa tension d'alimentation est comprise entre 4,5 V et 16 V. Par conséquent, la tension de sortie du bistable est suffisante pour alimenter le second NE555 monté en monostable. Je vous conseille malgré tout de télécharger la documentation technique du constructeur de votre NE555. Voyons le calcul pour définir la durée de temporisation du monostable. Cette durée est définie par la valeur du condensateur C2 et de la résistance R6. J'ai utilisé une formule toute faite que l'on peut retrouver dans la documentation technique du NE555. Ainsi, la durée de la temporisation est calculée via la formule suivante. T égale 1,1 fois R fois C, où T est la durée d'impulsion en secondes, 1,1 est une constante, R est la valeur de la résistance R6 en ohms, et C est la valeur du condensateur C2 en farad. Pour l'expérience, j'ai choisi de créer une impulsion de 10 secondes en utilisant une résistance de 10 kΩ. Ainsi, en utilisant la valeur des composants et en transformant la formule, ça donne ceci. C égale T divisé par l'ensemble 1,1 fois R. Donc 10 divisé par 1,1 fois 10 000, soit 10 divisé par 11 000, ce qui donne une valeur du condensateur de 0,000909 farad, soit environ 910 microfarads. N'étant pas une valeur normalisée et d'après le site Sonnelec Music, la valeur la plus proche de 910 microfarads est de 1000 microfarads. Voyons le calcul ayant été nécessaire pour définir la résistance de limitation de la LED blanche. La LED blanche étant connectée à la tension d'alimentation du montage, elle ne s'allumera que lorsque la sortie du NE555 est à l'état bas, soit 0. Comme d'habitude et pour éviter que la LED grille, il faut la protéger avec une résistance dont la valeur est calculée à l'aide de la formule suivante. RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED. Où RLED est la résistance à relier à la LED, VCC est la tension d'alimentation du montage, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité parcourant la LED. En ce qui concerne la tension dont la LED blanche a besoin pour fonctionner, mon testeur m'a affiché une valeur de 2,74 volts. Quant à l'intensité qui la traverse, j'ai choisi d'utiliser la valeur générale de 20 mA. En appliquant la formule avec la valeur des composants, nous trouvons le résultat suivant. Donc RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED, ou 9 volts moins 2,74 volts divisé par 20 mA, soit 6,26 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une valeur de la résistance à relier à la LED blanche de 313 ohms. En utilisant des résistances d'une tolérance de 5% et d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 313 ohms est 330 ohms. Si vous utilisez des résistances de 1%, la valeur la plus proche de 313 ohms est 316 ohms. Calculons l'intensité parcourant la LED blanche en s'aidant de la formule suivante. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED. Calculons d'abord l'intensité ILED avec une résistance de 330 ohms à 5% de tolérance. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED. Donc 9 volts moins 2,74 volts divisé par 330 ohms, soit 6,26 volts divisé par 330 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED blanche d'environ 19 mA avec une résistance de 330 ohms à 5%.
Calculons ensuite l'intensité ILED avec une résistance de 316 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED. Donc 9 volts moins 2,74 volts divisé par 316 ohms, soit 6,26 volts divisé par 316 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED blanche d'environ 20 mA avec une résistance de 316 ohms à 1%. Voyons à présent la formule ayant été utilisée pour définir la résistance de limitation de la LED jaune. La LED jaune étant reliée à la sortie du NE555, soit sa branche 3, elle ne s'allumera que quand la sortie est à l'état haut, soit 1. La valeur de sa résistance de limitation est calculée grâce à cette formule. RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. Où UOUT est la tension présente sur la sortie du NE555. Les autres dénominations de la formule sont déjà reprises dans la formule servant à calculer la résistance de limitation de la LED blanche. Les redire ne servira qu'à me répéter. Concernant la tension de fonctionnement de la LED jaune, mon testeur m'affiche une tension de 1,98 volts. Comme pour la LED blanche, j'ai choisi d'utiliser la valeur générale de 20 mA qui traversera la LED jaune. Appliquons la formule avec la valeur des composants. RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED, soit 5,6 volts moins 1,98 volts, le tout divisé par 20 mA, donc 3,62 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une valeur de résistance à relier à la LED jaune de 181 ohms. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances d'une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 181 ohms est 200 ohms. Ne disposant pas de cette valeur, j'utilise la valeur juste au-dessus, soit 220 ohms. Si par contre vous utilisez des résistances à 1% de tolérance, et d'après la valeur normalisée de la série E96, la valeur la plus proche de 181 ohms est 182 ohms. Voyons l'intensité circulante dans la LED jaune avec ces deux valeurs de résistance en utilisant la même formule que précédemment. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED. Calculons d'abord l'intensité ILED avec une résistance de 220 ohms à 5%. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 5,6 volts moins 1,98 volts, le tout divisé par 220 ohms, donc 3,62 volts divisé par 220 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED jaune d'environ 16 mA avec une résistance de 220 ohms à 5%. Calculons ensuite l'intensité ILED avec une résistance de 182 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 5,6 volts moins 1,98 volts, le tout divisé par 182 ohms, donc 3,62 volts divisé par 182 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED jaune d'environ 20 mA avec une résistance de 182 ohms à 1%. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons vu le fonctionnement ainsi que les calculs utilisés pour la réalisation d'un monostable réalisé avec un NE555. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la réalisation pratique de cette seconde partie. Si cela n'est déjà pas fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être averti de la sortie du prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager ainsi qu'à la liker. Les sources ainsi que le lien Google Drive vous permettant d'accéder au script ainsi qu'aux formules décrites dans cette vidéo se trouvent dans la description. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!